Vendredi 20 février et c'est l'heure de votre revue de presse internationale. Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Bienvenue sur toutes les plateformes de TV5 Monde. On va ouvrir ensemble cette presse internationale. Vous le voyez en titre. Julián Álvarez pourrait bien être joueur du Barça pour la saison prochaine et quitter l'Atlético Madrid. On va aller absolument partout, mais il me faut commencer une nouvelle fois aujourd'hui par la suite du dossier Real Madrid-Benfica avec ses accusations de racisme et de violence, vous le savez, à l'encontre de Prestiani. Regardez la presse tabloïd anglais et portugais. Et du côté du Portugal, on nous dit très clairement, c'est dans les bouches de toute la planète football, bien évidemment, avec le joueur de Benfica, Vinicius ici. Regardez notamment l'une des réactions prises du côté de l'Angleterre avec Rosseigneur, l'ancien coach de Strasbourg, aujourd'hui à Chelsea. Il est clair, net, précis, radical. Le racisme n'a pas sa place dans le football. Les joueurs qui seraient éventuellement jugés coupables ne doivent pas poursuivre dans ce métier. C'est clair et net de la part de Rosseigneur. Hier soir, le Real Madrid, dans un communiqué, a officiellement annoncé, ça y est, avoir apporté toutes les preuves disponibles. Ils ont ouvert une enquête avec des caméras et autres déclarations sur le labial de la part de Prestiani pour apporter à cette enquête à l'UEFA. L'UEFA également, où regardez, Benfica a dénoncé une agression. Je reprends ce terme, c'est celle, souvenez-vous, dans ce match de Valverde, on joue la 83e minute, face à lui, le latéral Dal de Benfica, et regardez le bras droit de Valverde qui va venir heurter le visage ici de Benfica. L'arbitre n'a absolument rien dit dans le match. On a dénoncé ça du côté de Benfica. C'est également une affaire à suivre, mais c'est là qu'il faut rester bien évidemment attentif, non au racisme, quelle que soit la marque de violence, et notamment dans le football, bien évidemment, qui est un vecteur sociétal. On revient au jeu, les amis, avec le Real Madrid, qui ce week-end va défendre sa nouvelle place de leader avec le Barça sous pression, et on nous parle d'une pièce qui a tout changé, c'est le retour de Trent Alexander-Arnold. Vous le savez, il était blessé, tout comme le capitaine Dani Carvajal. L'intérimaire avait été assuré par le capitaine également Valverde, qui retrouve sa place au milieu de terrain, et on nous dit très clairement que le retour de Trent permet au Real Madrid de ne plus dépendre uniquement du jeu direct. Plus de propreté dans le jeu, on peut plus travailler notamment sur l'incorporation au milieu et sur le côté droit de Trent Alexander-Arnold. On nous dit qu'on est en train de retrouver le niveau du joueur de Liverpool, celui qui est allé chercher le Real Madrid. En parlant de défense, ça aussi c'est un retour qui est important, c'est le retour de Rudiger. 2 matchs, un seul but concédé par le Real Madrid, c'était un penalty provoqué par Huysen, je vous le rappelle. Regardez, il amène de la puissance dans cette défense qui va faire du bien, vous l'aurez compris, au Real Madrid d'Arbeloa. Arbeloa, les amis, qui a donné, comme on le dit en Espagne, son alternative à un nouveau jeune. Regardez lui, Thiago Garcia Pitarch. Et attention, parce que c'est une triple alternative. Vous savez qu'il était entraîneur chez les plus jeunes au Real Madrid, quasiment dans toutes les sections. Eh bien, regardez, il est passé par 3 étages. Juvenil A, c'est lui qui l'a fait démarrer. Castilla, c'est lui qui l'a fait démarrer. Et donc maintenant, l'équipe première du Real Madrid, c'est Arbeloa qui l'a fait démarrer. On compte sur la Fábrica, le centre de formation du Real Madrid. Regardez, en parlant de jeunes, regardez la nouvelle cible, entre guillemets, du Real Madrid. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a un air de Jude Bellingham? On l'appelle le nouveau Bellingham. Regardez, il a 16 piges, attaquant 1m92 et il joue sous les couleurs de Grenade. Eh bien, il est dans le nouvel objectif du Real Madrid. Mais attention, d'autres clubs sont très intéressés. Suivez bien et regardez bien ce visage. Il s'appelle Owen Mira, notez-le, Owen Mira, lui, il va faire parler de lui, à n'en pas douter. Le Barça de son côté qui est donc à la chasse des possédés de sa place de leader, et du coup, regardez Hansi Flick, il s'est mis en rôle de psychologue, il a assis tout le monde sur le divan, il faut remettre le mindset en marche pour relancer la machine du FC Barcelone. Il pourra notamment compter sur 2 pièces essentielles qui ont manqué, et notamment Pedri. Ce week-end, les 2 hommes seront là. Pedri et Rashford sont de retour, les amis. En parlant de Rashford, on parle de mercato, puisque vous savez, Manchester United l'a prêté au Barça, avec une clause favorable au Barça. Quel que soit l'avis de Manchester, si le Barça actionne cette clause de 30 millions d'euros, Manchester ne pourra rien dire et Rashford resterait du côté du Barça, alors que Manchester, semble-t-il, aimerait le récupérer. Du côté du Barça et des attaquants, on nous parle également de Dusan Vlahovic, les amis, qui est actuellement du côté de la Juve. On va en parler dans un instant des Turinois. Et vous le savez qu'il sera libre à l'été prochain. Ça peut être une très bonne option. Mais
l'information que je vous ai annoncée en titre, elle est là. Regardez, Julián Álvarez, les amis, 26 ans, l'Argentin qui est aujourd'hui à l'Atlético Madrid, il a un contrat qui court jusqu'en 2030, mais on nous dit qu'il serait en fin de cycle et que du côté del Cholo Simeone et de l'Atlético, on ne verrait pas forcément d'un mauvais œil son départ. C'est une capitalisation et une vente qui serait intéressante. On nous dit que Arsenal, la première ligue, qui a des capitaux, serait également intéressé, mais on nous dit également que le joueur aurait donné sa priorité, serait prioritaire le FC Barcelone. On va mettre tout ça au conditionnel, mais vraisemblablement, ce serait la piste numéro 1 pour le prochain mercato du Barça. Julián Álvarez qui serait l'attaquant prioritaire des Catalans, les amis. Grosse affaire à suivre. En coulisses, je vous montre ça parce que c'est intéressant également et il faut en parler. Ronald Koeman, vous le savez, l'ancien joueur, mais surtout entraîneur du Barça. Regardez, on nous parle d'une audition, il est appelé à auditionner. Pourquoi? Parce que dans l'affaire du transfert de Jules Koundé, lorsqu'il était à Séville, souvenez-vous, il était arrivé des Girondins de Bordeaux à Séville avec le directeur sportif Monchi, et bien dans la signature de Séville au Barça, un agent était là, regardez, Toutoumlou, ce dernier a déclaré qu'il lui manquait tout simplement une commission. Et il attaque du coup à la fois le club avec Ronald Koeman. Monchi est également appelé à auditionner. Que va-t-il se passer? On nous parle donc de ce transfert entre Séville et le FC Barcelone autour de Jules Koundé. Information encore à vous donner. Regardez, 14 000 abonnés vont pouvoir également, ça y est, revenir au Camp Nou. On est en train, dans la rénovation du Spotify Camp Nou, d'ouvrir les places petit à petit. On attend 14 000 supporters de plus. Intéressant notamment pour le match qui attend le Barça en avril. Des féminines. Regardez, c'est la Ligue des Champions des filles avec là, je ne peux pas vous dire mieux, c'est le Classico. Real Madrid, Barça et le retour donc en Catalogne avec éventuellement les 14 000 supporters en plus. Regardez ce tableau qui est superbe. Côté là, avec Manchester United, Bayern Munich, les Lyonnaises face à Wolfsburg et là, 100% anglais, Chelsea face à Arsenal, les amis. En parlant d'Arsenal, il y en a un qui est en difficulté, vous le savez. C'est Mikel Arteta, les amis. 2 victoires seulement sur les 7 derniers matchs de Première Ligue. Et du coup, eh bien, Pep Guardiola, avec Manchester City, se dit bien qu'on va revenir sur Arsenal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 5 points d'écart, sauf que City a un match en moins pour revenir à 2 points. Vous l'aurez compris. Et regardez, on nous dit très clairement que l'avenir de Mikel Arteta à Arsenal serait conditionné éventuellement à ce titre et également au titre de Ligue des Champions, pourquoi pas. Si pas de titre pour Arteta, pas sûr qu'il reste du côté d'Arsenal. On nous retrace bien évidemment tous les matchs où les points ont été perdus par le coach d'Arsenal. En parlant également d'Angleterre avec Manchester United, 2 ans que Sir Alex Ratcliffe est arrivé aux commandes avec les frères Glazer pour être actionnaire de Manchester United. Il y a eu des beaux jours. Welcome to Manchester. On était ici, les petits selfies pris en tribune également, mais petit à petit, ça s'est gâté. La crise sportive à Morim, je pense à Ten Hag, et puis la crise économique, les amis, à Manchester United. Un règne d'erreur. Pas simple pour Sir Alex Ratcliffe du côté de Manchester United. Le bonus peut-être pour lui, c'est que le choix de l'entraîneur est finalement peut-être le bon. Vous le savez, Michael Carrick, qui est arrivé plutôt dans une position d'intérimaire, pour l'instant, c'est ce qu'on pensait. Et si finalement, eh bien, il restait en full time. Regardez, puisque les résultats sont bons pour lui et on va en reparler. Regardez, je vous montre ça également à la une des tabloïds anglais puisque hier, en Coupe d'Europe, Fenerbahçe battu à domicile par Nottingham Forest. À Fenerbahçe, il y avait pourtant titulaire au milieu de terrain Guendouzi et Kanté. C'est pas rien, défaite 3-0, elle est lourde. Ça pour Fenerbahçe. Est-ce que lui sera le bon? On parlait de Carrick du côté de Manchester United. Est-ce que Habib Beye sera le bon, les amis, du côté de l'Olympique de Marseille? Regardez, c'est le gros dossier que je vous propose ici avec Benjamin Pavard. Une nouvelle histoire qui vient de s'ouvrir avec déjà des dossiers brûlants et notamment celui du brassard de capitaine. Marseille joue ce soir à Brest. Je vais vous montrer les compositions d'équipe. Premier brassard, premier débat attendu puisque Leonardo Balerdi, détenteur de ce brassard, n'est pas là pour le match de ce soir. Il est en difficulté, vous le savez, également quant à sa performance. Qui sera le nouveau capitaine d'Habib Beye? Regardez au passage, je vous montre ça parce que j'adore. Regardez le quotidien L'Équipe et le quotidien régional La Provence avec un très bon dossier. Une nouvelle fois, exactement le même titre. Regardez,
Plus belle la vie, le jeu de mots avec la série que vous connaissez peut-être, Plus belle la vie, bien évidemment. Eh bien, plus belle la vie avec le patronyme du nouveau coach de l'Olympique de Marseille, la bataille pour aller rechercher les places Ligue des Champions prises par l'Olympique lyonnais, le dossier La Provence qui revient sur les 4 saisons d'Habib Beye lorsqu'il était joueur de l'Olympique de Marseille, arrivé en 2003 en provenance de Strasbourg et puis parti 4 ans plus tard pour la Première Ligue en Angleterre. Il est là aujourd'hui en bon chef de meute avec Pancho Bardonado pour ramener bien évidemment l'Olympique de Marseille. Et voici quel serait le 11 probable de ce soir sur la pelouse de Brest, les amis. Alors, 2 choses, l'équipe et la Provence. Les schémas changent. Ici, on nous annonce une défense à 4. Rouli, Weah, Pavard, Aguerd, Emerson. À la Provence, une défense plutôt à 3, Pavard, Aguerd et Medina qui entrerait dans ce 11 avec en piston Weah et Emerson. Le changement du coup, ce serait que Nadir, côté l'équipe, entrerait dans ce 11 à cette place juste derrière Gouiri. Du côté de la Provence, Højbjerg, Timber, Greenwood, Paixão et Gouiri devant. Vous voyez le changement. Ici, il y aurait Nadir et ici, il y aurait Medina. Un choix offensif ou un choix défensif? Qu'en pensez-vous de votre côté et est-ce que l'Olympique de Marseille va réussir à s'imposer du côté de Brest? La Ligue 1 où le Paris Saint-Germain, les amis, jouera demain à 21h05 heure française face à Metz. Les Parisiens qui serrent un chouïa les dents parce que sur les 2 derniers matchs, 5 buts encaissés face à Rennes et Monaco. Bien évidemment que Luis Enrique ne va pas du tout aimer ça. On va resserrer les rangs autour du capitaine Marquinhos pour être plus souverain, vous l'aurez compris, en défense. Je vous emmène maintenant en Italie. Il y a beaucoup de choses. Avec tout d'abord un dossier sur les blessés. Regardez lui, Kevin De Bruyne, l'ancien de Manchester City au Napoli, vous le savez, il est blessé de longue date. Voici tous les blessés. Regardez les cadres de cette équipe qui sont blessés. De Bruyne qui devrait revenir pour le 15 mars prochain face à Lecce. Le premier à revenir, normalement, c'est McTominay, 22 février. Anguissa, très attendu, 28 février. Di Lorenzo, Ramani et Neres. Ça, c'est très important pour le Napoli de Conte. Les blessures également, les amis, à la Juventus, je vous en parlais à l'instant, ils sont 13 qui ont coûté, parce qu'on parle des salaires également, vous le savez, avec les jours d'indisponibilité, 100 millions d'euros à la Juventus de Turin, ce n'est pas rien les amis, de Dusan à Milik, ils sont tous là, vous les voyez, avec les jours d'indisponibilité et les matchs manqués. Je vous prends Milik pour exemple, quasiment 200 jours d'indisponibilité et 34 matchs manqués. C'est pas simple ça pour l'entraîneur Spalletti, parce que c'est un trésor qui se joue, trésor à double face. Aller chercher les places Ligue des Champions et rester en Ligue des Champions. Après le tollé de cette semaine, très important, regardez, et du coup Spalletti est en train de réfléchir, les amis, à revenir à une défense à 3. Vous vous souvenez qu'il avait fait cette transformation pour une défense à 4, ça c'est celle qui se joue actuellement, Bremer, Kelly, Cambiasso, Kaloulou devant Di Gregorio, et on reviendrait à une défense à 3 avec les 2 pistons que vous voyez pour changer l'organisation également offensive. Je vous laisse regarder ça. Est-ce que Spalletti va changer les clés, oui ou non? Ce qui est sûr, c'est qu'il entre dans 7 jours décisifs. 80 millions en 7 jours. Les 80 millions, c'est la Ligue des Champions, bien évidemment. Les 7 jours, c'est quoi? Après le 5-2 concédé face à Galatasaray, énormissime, ce week-end, Côme, ultra important. Le retour face à Galatasaray et le choc direct entre les places Ligue des Champions face à l'AS Rome. Ça, c'est 7 jours décisifs pour le classement. Je vous fais une petite parenthèse rapidement. Regardez, pour vous montrer que face à Côme, la Juve devrait arborer son 4e maillot. Et regardez, historiquement, la Juve, c'est vertical. Là, les bandes seraient horizontales. Pour se souvenir, la Juve avait déjà eu ce type de maillot. Regardez, ici avec Marcello Lippi, qui était alors l'entraîneur. On était au milieu des années 90, 96, 97. Eh bien, observez bien le match de ce week-end. Regardez, on pourrait voir ce maillot avec Yildiz, le numéro 10, et les bandes dans ce sens. La Juve qui va donc s'affronter à distance et directement avec l'AS Rome. Et attention, parce que Rome est en pleine forme en ce moment. On parle beaucoup de Rome offensivement avec Malen, mais il faut en parler également défensivement. Et je pense à tous les copains ivoiriens avec nous sur les antennes de TV5 Monde. Les amis, Ndika est un bulldozer. Il est le mur de l'AS Rome. Regardez, avec et sans lui, c'est 0,8 de buts concédés par match. Avec lui, c'est 0,6. C'est moins, bien évidemment. Et regardez, on nous dresse les meilleures défenses européennes avec Lens, avec Côme, avec Milan, avec Arsenal, avec Rome également.
eh bien, les Romains sont à la meilleure place. Regardez ça, c'était le dernier 11 du côté de Rome avec Gasperini. C'est une défense à 3. Il est là, Ndika, aux côtés de Ghilardi et de Mancini. Je vous l'ai montré parce que c'est également une grosse valorisation marchande. C'est quelqu'un qui marche. Aujourd'hui, regardez, il vaut, entre guillemets, sur la scène 29 millions d'euros. La plus grosse, c'est Wesley avec 37 millions et le gardien Svilar avec 33 millions. Ndika, l'Ivoirien, est un très bon en ce moment. Ça fait du bien dans ce schéma italien qui est plutôt au flop, vous le savez, avec la Ligue des Champions, avec les échecs des trois gros, avec l'Atalanta, avec la Juventus et l'Inter. On a pris des bouillons, on parle de flop, c'est l'heure, vous le voyez, de réagir. Le ranking actuellement UEFA, on est là à la 5e place du côté de l'Italie, derrière l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. Je vous ai zoomé ce qu'il y a ici, je vous l'explique. 22 ans de trajectoire des clubs européens dans cette Ligue des Champions. Bien évidemment, il y a eu 2 titres. On est ici en 2007 avec Milan, ici en 2010 avec l'Inter. Et on reste sur la finale perdue de l'Inter face au Paris Saint-Germain. Mais regardez sur le reste. Eh bien, on a du mal du côté de l'Italie avec beaucoup de 8e de finale. Il y a eu des finales, bien évidemment, qui ont été ici marquées sur ces 22 ans. Il y en a également une ici, mais l'Italie doit redorer son pédigré du côté de cette Ligue des Champions. L'Inter qui a pris également une défaite. Et attention, parce que je vous l'ai dit, Lautaro Martinez blessé au mollet. Ça, c'est un gros handicap pour Chivou. Et du coup, la parole sera à Thuram, à Pio et à Boni, l'autre Français, évidemment, pour relancer l'Inter sur la scène européenne. On va compter essentiellement, vous l'aurez compris, sur Pio Esposito après le stop de Lautaro Martinez. Obligation de remonter, car là, on parle une nouvelle fois économie. L'Inter, les amis, a besoin de ces fonds de la Ligue des Champions. L'Inter poursuivi par l'AC Milan. Vous le savez, au championnat du côté de l'Italie, regardez la une de la Gazzetta dello Sport. Justement, Milan dit basta. Trop d'erreurs d'arbitrage. Également pour l'AC Milan, la dernière en date, selon les Milanais, je vais vous la montrer, c'était contre Côme avec Cesc Fabregas. Regardez l'altercation là à distance entre Max Allegri de Milan et Cesc Fabregas de Côme. Ça a été ultra compliqué et notamment pour cette semaine dont a été victime Saelemaekers, la semelle victime d'un joueur de Côme. Ça n'a pas été sanctionné. Milan pas content. On nous dresse également avec Modric d'autres épisodes où du côté de Milan, on estime avoir été lésé pour éventuellement revenir au contact de l'Inter. Voilà les amis pour ce point complet. Mais juste avant de finir, cette information également à vous montrer, c'est tombé hier soir sur les réseaux sociaux. Sachez que la Coupe du Monde des clubs va passer de 32, regardez, à 48 clubs, 48 équipes, ce qui nous ramène à faire un gros big up à tous les copains camerounais TV5 Monde, puisque regardez ici, Monsieur Mbeumo de Manchester United. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vous rappelle qu'à 32 équipes, Barcelone et Manchester United d'Mbeumo n'étaient pas présents dans la dernière édition. En élargissant, eh bien, ces deux clubs seront présents et on aurait donc Mbeumo à la prochaine Coupe du Monde des clubs. Voilà les amis pour ce point complet en ce vendredi. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. On reste actifs ensemble, bien évidemment, sur les réseaux sociaux TV5 Monde. Allez télécharger l'application TV5 Monde Plus. Vous me rejoignez également sur mes comptes officiels et on échange tous ensemble. Profitez de ce week-end, profitez de votre famille, profitez des vôtres, les amis. C'est essentiel. Je vous embrasse.